Bonjour et merci beaucoup pour ce film qui est très important pour moi que j'ai beaucoup aimé y penser après l'avoir vu. Il m'a accompagné plusieurs semaines et je me souviens vraiment aussi de la séance où il y avait des réactions vocales dans la salle. C'était très impressionnant. Et justement, pour cette dernière partie du film, qu'est-ce qui vous a amené à montrer crûment, enfin, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix-là, qui est peut-être, en fait, qui n'est pas un choix cinématographique si évident que ça? Et qu'est-ce qui vous a mené à montrer crûment l'avortement et pourquoi vous pensez que c'est important de l'avoir fait? Alors, je comprends très bien votre question. Je ne sais pas si parmi vous et si vous-même vous êtes lectrice d'Annie Ernaux. Moi, je suis très attachée à son œuvre et c'est vrai que quand elle écrit, elle ne crée pas de légende, elle n'enjolive pas et elle regarde les choses très frontalement. Elle ne détourne jamais le regard. Donc, pour moi, ça aurait été déjà, d'une part, une forme de trahison de l'œuvre initiale si j'avais choisi d'adapter cette œuvre et que j'avais détourné le regard au dernier moment, à ce moment ultime. Et puis, je pense que j'ai essayé tout au long du film de créer comme une forme d'expérience qui consisterait non à regarder Anne, mais à tenter d'être elle. Et donc, je me suis pas. Enfin, disons que la solution et la façon dont je voulais filmer s'est un peu imposée à moi parce que, essayant d'embrasser le regard de cette jeune fille, je me disais, me projetant à sa place, qu'il y a des choses que je n'aurais pas envie de voir, mais que je ne pourrais pas m'empêcher de regarder. Donc, en fait, vraiment toujours essayer de trouver la justesse de ce regard de jeune femme sur son propre corps, sur sa propre expérience, en évitant au maximum les artifices. Et pour cela, sur le plateau, on s'est tout le temps posé une question fondamentale qui est la durée, la juste durée des scènes. Comme vous l'avez vu, je découpe assez peu. Les scènes sont assez peu découpées et longues, les plans sont assez longs. Donc, comment on incarne ce regard en vivant ce qu'elle vit. Donc, en essayant de tenir la scène un peu longtemps pour que ce ne soit pas théorique, mais sans rentrer dans la provocation. Donc, les scènes dont vous parlez, ce qui était important pour moi, c'était qu'elles durent, mais qu'elles ne durent pas trop. Parce que la provocation, enfin, le fait de choquer ne fait pas partie de mon dispositif. Mon désir, c'était de poser des questions, pas d'imposer des images plus fortes que ce que n'est le réel, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être la première. C'est toujours dur d'être le premier ou la première. Avec plaisir. C'est vrai que c'est toujours la première question la plus compliquée. Merci Liv. Vivien, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour. Déjà, première chose, merci pour ce film parce que j'ai beaucoup aimé. Merci à vous. Alors là, vous avez parlé du regard du personnage principal qu'on suit tout le temps, donc on voit ce qu'elle voit et en fait, il y a un choix de réalisation qu'on remarque assez vite, c'est qu'on voit dans l'autre sens, c'est-à-dire on voit son visage beaucoup, la caméra est beaucoup à la hauteur de son visage et du coup, ma question c'était, bah, qu'est-ce que vous avez voulu pardon, qu'est-ce que vous avez voulu exprimer, à travers ça et voilà, pourquoi ce choix et pourquoi aussi marqué, tout au long du film? En fait, on partage le secret d'Anne tout au long du film. Donc, moi, je savais que la grande difficulté, c'est de faire d'un film quelque chose qui est très mental. Donc, comment on partage cette intériorité, comment on travaille le silence comme un matériau cinématographique, ce sont beaucoup de questions qu'on a travaillées avec Anna Maria Bartolomé, avec la comédienne. Et donc, euh, être près d'elle, la regarder, mais aussi être dans ses pensées. C'était notre, je dirais, notre travail quotidien. Et donc, on a trouvé une méthode. Je lui ai écrit beaucoup de monologues intérieurs qu'elle a d'ailleurs retravaillé elle-même. Et en général, quand elle se tait, elle est toujours obsédée par une idée qu'elle essaye de faire passer au public. Donc, comme une forme de connivence ou de secret qu'on partagerait avec elle. Mais c'est vrai que c'est difficile en fait d'aborder au cinéma une thématique dont le principe est que l'héroïne ne peut parler de son problème à personne. Donc, il a fallu penser une grammaire de cinéma qui accompagne cette idée. OK. Merci à vous. Et vous parlez de non-dit, je surréagis en disant qu'effectivement, je crois que le mot avortement n'est jamais cité pendant tout le film. Exactement, comme dans le livre en fait. Mais Annie Ernaux et moi, on en avons beaucoup parlé parce que en fait, dès qu'on commence à nommer les choses, dès qu'on pose des mots, on ouvre un débat. Et si on ouvre un débat, on peut faire changer les choses, on peut faire évoluer les situations politiquement, je veux dire. Donc, c'est à dessein qu'on évitait de dire ce mot et qu'on élevait les femmes en leur expliquant qu'il ne fallait jamais parler de ça. Les femmes et les hommes, d'ailleurs. Anna, je vous passe la parole.
Oui, bonjour. Alors malheureusement, je crois que je ne peux pas allumer ma caméra. Bonjour. Mais bon, comme on est à la radio, comme on a dit, je vais faire juste voilà, avec la voix. Euh, j'ai vraiment été très bouleversée par votre film, à la fois parce que, en fait, c'est la génération de ma grand-mère, du coup. Mhm. Donc finalement, c'est pas si loin que ça. Et ce qui fait que voilà, je me suis toujours imaginée à travers les yeux de ma grand-mère, l'expérience de ma grand-mère, et en me disant que voilà, peut-être que c'est quelque chose qu'elle aurait pu vivre et quelque chose que, enfin voilà, donc ça m'a vraiment touchée. Et surtout aussi par ailleurs parce que c'est la première fois que j'ai l'impression de vivre cette expérience même dans ma chair. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression enfin, en plus d'être à travers son regard, d'être dans ses pensées, j'avais vraiment l'impression ouais, de presque vivre l'expérience de l'avortement dans ma chair. Donc voilà, je voulais savoir comment s'était passé tout ce... Ça a dû être un long travail voilà, avec l'actrice sur le corps, voilà, comment vous avez décidé quelles ont été voilà, vos décisions cinématographiques pour nous faire éprouver tout ça, toute cette expérience. Alors, je me rends compte que c'est éprouvant comme expérience, mais pour moi, la lecture était éprouvante et fondamentale. Déjà, j'ai eu l'impression, en le lisant, de vivre cette expérience intime et comme le désigne et le dit Annie Ernaux, d'un bout à l'autre du corps. Et moi, ce sont des mots, ces mots-là, je les ai gardés en tête tout au long de la fabrication en me disant comment on vit cette expérience d'un bout à l'autre du corps, comment, quelque part, on peut utiliser cette expérience de cinéma en convoquant d'autres sens. Alors, on a beaucoup travaillé sur la manière d'incarner son et de faire fonctionner son et image ensemble. On a beaucoup travaillé avec Anna Maria sur la musique du souffle. Euh, et je dois dire que diriger cette équipe, c'était un peu comme diriger un orchestre. C'est-à-dire que pour retranscrire des sensations et optimiser tout ce que j'ai à disposition en tant que réalisatrice pour incarner cette expérience, il fallait alors déjà que le chef opérateur se glisse dans le pas d'Anna Maria, de ma comédienne principale, un peu comme on ferait de la danse en fait. Ils ont trouvé d'abord un rythme commun, mais durant ces prises très longues, euh, il fallait aussi qu'à chaque fois qu'elle tourne la tête et qu'elle regarde quelque chose, le garçon qui est en charge de faire le point vienne faire le point sur ce qu'elle regarde exactement au moment où elle tourne la tête. Et je dirais même avec l'intensité de son regard. C'est-à-dire que si elle regarde quelque chose intensément, si elle se retourne vite, il faut qu'il fasse le point vite. Et s'il y a quelque chose de plus lent ou tranquille dans son regard, et faire évoluer le point avec ses sensations. Et ensuite, faire fonctionner le son de la même manière, parce qu'au mix notamment, donc dans la dernière étape de fabrication du film, on a travaillé à faire le point sonore sur ce qu'est l'écoute. Donc, il y a une multitude de choses qu'on fait fonctionner ensemble de sorte à convoquer les sens. Et ma crainte, c'était que ce soit artificiel. Donc, vraiment, essayer toujours de recréer cette expérience sans que le spectateur n'en ait trop conscience. Donc voilà, ça crée une forme, je crois, d'intimité parce que on entend ce qu'elle entend, on voit ce qu'elle voit, on est dans son souffle, on est dans la musique de son souffle. Et je crois qu'avec les minutes qui passent, enfin en tout cas c'était mon espoir, quelque chose se noue entre le personnage et nous, spectateurs. Oui, en effet. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Anna. Clara, vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais revenir sur le processus d'adaptation. Je suis lectrice d'Annie Ernaux, j'adore cette écrivaine. Et j'avais lu l'événement avant votre film. Et je voulais savoir s'il y avait eu un dialogue. Alors, vous en avez un peu parlé juste avant par rapport au mot d'avortement. S'il y avait eu un dialogue avec Annie Ernaux, si ça avait été un processus tout au long du tournage, comment ça s'était passé. Et aussi ce que ça voulait dire pour vous que d'adapter un livre. Alors, adapter un livre, j'ai compris l'immense danger d'adapter un livre
qu'on adore, un auteur qu'on respecte, dont on respecte la pensée. Je l'ai compris trop tard. Je m'étais déjà lancée quand j'ai compris tous les pièges en fait qui se posaient face à cette idée d'adaptation. Donc j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire comment faire du silence un matériau cinématographique. C'était une de mes premières questions. Et après, sur la question d'adaptation elle-même, déjà j'avais mon premier biais d'adaptation, mais vous le savez si vous avez lu le livre, c'est qu'il y a 2 temps dans le récit. Il y a une partie qui s'appuie sur un journal intime, sur ce qu'elle a vécu au quotidien dans cette année 63, et une autre partie qui est l'auteur se mettant en scène et cherchant à atteindre la vérité de son souvenir. Et moi, je n'avais pas envie de mettre en scène l'auteur, l'auteur aujourd'hui, donc au début des années 2000 quand elle l'écrit, parce que je voulais travailler contre l'idée que cette histoire s'écrivait au passé. Je cherchais ce qui, malheureusement, fait de cette histoire une histoire pérenne. J'ai le sentiment, parce que, évidemment, nous, on est en France, on a de la chance, la loi est passée, c'est une loi qui se défend encore aujourd'hui et qui change, on l'a vu il y a peu de temps, mais il y a plein d'autres pays, et on le sait tous, où l'avortement est illégal. Donc, je trouvais très troublant de lire cette histoire passée, de me dire que c'était un présent dans plein de pays dans le monde, et donc, voilà, dès le départ, j'ai soumis cette idée à Annie Ernaux en lui disant que je tenterais Elle essaie d'atteindre la vérité du souvenir. Et je lui ai dit que j'essaierais, dans le prolongement de son geste, évidemment, je ne peux pas faire ça, ce ne sont pas mes souvenirs, c'est de la fiction, mais d'atteindre la vérité de l'instant. Et donc, on a énormément parlé, elle et moi, de ce que c'est la justesse. Parce que c'est, je pense, d'abord, c'était la pierre angulaire de nos discussions, et je pense que c'est un terme qui lui tient beaucoup à cœur. Donc, voilà, comment ne pas trahir cette idée de justesse qu'elle recherche de livre en livre, et particulièrement quand on s'attaque à un sujet si intime, à un moment si intime de sa vie. Donc, je lui ai fait... D'abord, on s'est vu une première fois, et puis on a retraversé chronologiquement toutes les étapes du livre. Je lui ai posé des questions sur ce qui n'était pas dans le livre, sur le hors-champ, peut-être sur On a parlé de quoi? On a parlé de la situation sociopolitique, on a parlé de la peur qui traversait la société et la peur des gens face à la loi, une loi qui était très dure, de ses amis, de sa famille, voilà. On a complété un peu l'expérience du livre, et après, je lui ai fait lire 3 versions différentes. Et elle m'a dit dès le début qu'elle ne chercherait pas à ramener le scénario vers le livre, mais qu'elle pointerait tout ce qui ne lui semblait pas juste. Que ce soit une pensée, une manière de s'exprimer, une scène. Donc c'était un travail extraordinaire, parce que imaginez, quand on aime Annie Ernaux et son œuvre, être accompagnée par elle, parce que j'avais vraiment l'impression d'être accompagnée, et en plus d'avoir la liberté de dessiner un chemin en étant sûre qu'elle me ramènerait toujours au bon endroit si jamais je m'égarais. C'était formidable. D'accord, merci beaucoup. Merci Clara. Nathan, c'est à vous. Bonjour. Merci pour le film. Moi, j'avais eu la chance de le voir quand vous l'aviez présenté à Naples, et depuis, il m'a beaucoup gardé. En fait, j'ai beaucoup gardé à l'esprit. Et moi, j'avais une question. Vous tournez le film en 1:37, et j'aurais aimé savoir pourquoi cette volonté, parce que j'ai l'impression que des fois, on voit un personnage, on voit un élément d'incruste d'un autre personnage, une main ou la tête de l'autre. Pourquoi vous vouliez être plus large en haut, enfin avoir plus de hauteur que de large? Alors, moi, je trouve que c'est un cadre qui est très narratif. D'abord parce que vous le signifiez vous-même. En fait, on ne voit pas les personnages secondaires arriver, parce qu'on n'a pas de latéralité. Donc, dans ce cadre qui est presque carré, ils surgissent. Et c'est vrai qu'en projetant l'expérience de cette jeune femme, je me disais, elle a un secret. Évidemment, au départ, elle est intégrée, donc j'ai travaillé le cadre de manière plus large, elle est intégrée au milieu des autres étudiants, mais plus on avance dans le temps et plus elle craint le regard des autres. Donc à chaque fois qu'un personnage secondaire arrive ou surgit à l'image, on est dans le même état de tension qu'elle. Donc j'avais déjà le sentiment que ça servirait, cette espèce de sentiment de suspense insoutenable que j'avais en lisant le livre et que je voulais retranscrire à l'image, mais aussi j'avais l'idée, et on en parlait beaucoup avec Laurent Tangy, avec le chef opérateur, qu'on pouvait l'utiliser pour travailler ce sentiment de projection. C'est-à-dire que plus elle marche vers l'inconnu, plus on se place dans son dos, et plus on est elle, poussant une porte sans savoir qui sera derrière. Est-ce que c'est quelqu'un qui va l'aider? Est-ce que c'est quelqu'un qui va la dénoncer? Enfin, les risques étaient multiples. Mais je veux dire qu'il y a une dernière raison qui a fini de me convaincre quant à ce cadre-là,
c'est que la tentation quand on travaille les années 60, quand on travaille le passé, c'est de faire un film de reconstitution. Et avec le film de reconstitution, en plus, j'ai toujours l'impression qu'on risque de céder à la nostalgie. Or, moi, et particulièrement à l'endroit de ce sujet, je n'ai pas de nostalgie pour cette année 1963. Et donc, ça me permettait vraiment de me concentrer sur ce qui me semblait essentiel, donc pas sur le décor, mais sur le corps. Ça me permettait d'essentialiser le propos du film. Merci beaucoup. Merci à vous. Nadine, merci Nathan. Nadine, c'est à vous. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce film tellement puissant. Malheureusement, je n'ai pas pu le découvrir dans les salles de cinéma, mais quand même, ça ne perd pas de sa puissance. Je voulais en fait poser 3 petites questions très rapides. Tout d'abord, comment vous avez trouvé Anna Maria? Parce qu'elle est tellement unique et on sent quand même que le scénario et même le personnage est écrit pour qu'elle l'incarne elle-même spécifiquement, donc pas une autre actrice. La deuxième chose, c'est je suis un peu intéressée au fait de l'adaptation d'un roman qui est écrit à la première personne et donc le transformer en un film avec une narration, un scénario tellement bien écrit pour le cinéma. Donc, je suis intéressée à comprendre comment vous avez procédé un tout petit peu dans ce sens-là. Et dernièrement, concernant la scène qui est la plus difficile, j'imagine, de tous les films, qui est celle de l'avortement. Alors, comment vous avez procédé avec cette scène qui est aussi importante et délicate, surtout vis-à-vis de la direction d'acteurs? Et s'il y a, par exemple, je ne sais pas, une sorte de référence comme base pour ce travail, que ce soit pour cette scène ou pour le film en son intégralité. Bon, merci beaucoup. Oui, je vos questions. Alors, Anna Maria, quand j'ai écrit le film, pardon, j'ai écrit le livre, mon Dieu, quel lapsus horrible. Quand j'ai écrit le film, j'ai toujours eu conscience que ce serait une écriture à la première personne, d'où mon lapsus, exactement comme dans le livre, et que l'actrice serait en quelque sorte le film. Je connaissais ma grammaire de cinéma, donc je savais que la jeune comédienne que j'allais choisir incarnerait d'un bout à l'autre et serait d'un bout à l'autre du film puisqu'elle est de tous les plans. Je dois dire que je travaille avec une directrice de casting extraordinaire avec qui je travaille depuis plusieurs années, qui s'appelle Élodie Demey. Et comme on se connaît, je peux lui donner des critères, ceux qui me semblent essentiels. Et donc, je n'ai pas rencontré beaucoup d'actrices. J'ai dû rencontrer une dizaine d'actrices pour ce rôle. Mais je voulais d'abord quelqu'un qui ait déjà joué, parce que la caméra est si proche d'elle tout le temps que je cherchais quelqu'un qui ne se laisserait pas impressionner par le dispositif et qui pourrait continuer à jouer de manière très subtile, parce que en fait, quand on est si proche d'un visage, un tout petit sourire est déjà un sourire immense à l'écran. Donc je cherchais quelqu'un qui jouerait, qui ferait passer beaucoup d'émotions en faisant très peu, parce que sinon, j'avais la conviction que le film serait insupportable. Et donc, Anna Maria avait à peu près toutes les qualités que j'espérais. Je l'ai suivie parce que ce sont moins des castings que de longues séances de travail. Et c'est vrai que j'ai vu la manière dont elle s'emparait des mots parce qu'elle campe une étudiante en littérature. Donc, j'avais aussi besoin de quelqu'un qui comprenne le sens du texte, qui comprenne le sens du mot, qui joue avec. Donc, très, très rapidement, j'ai eu la conviction que c'était la bonne personne. Et après, comment dire, il s'est noué entre elle et moi déjà un pacte de confiance, parce que vous le soulignez, il y a des scènes qui sont très dures à jouer. Et pour moi, c'est très important de diriger les comédiens et les comédiennes en ne cherchant jamais à leur voler quoi que ce soit, mais en les considérant vraiment comme des partenaires intellectuels avec qui on explore. On explore ensemble, on essaye d'aller le plus loin possible, on se fixe ensemble une ligne d'horizon. Je ne jette personne vers cet horizon. Et donc, c'est comme ça qu'on a travaillé avec Anna Maria. On avait beaucoup de références communes. Je lui ai demandé de voir beaucoup de films avant. Elle m'a demandé d'en revoir certains aussi. On s'est créé comme une langue commune. Et ensuite, on n'a pas du tout répété les scènes les plus difficiles. Je pense que, pour essayer de répondre un peu à toutes vos questions en même temps, quand on décide de faire ce genre de film, un lien intime avec l'actrice, avec l'œuvre originale, et donc qu'on met de soi. Moi, déjà, j'ai découvert ce livre peu de temps après avoir avorté. J'avais envie de lire sur le sujet. Je me suis rendu compte qu'on trouvait peu de choses à lire et qu'il y avait très peu, finalement, de représentation de ce moment qui se joue en silence.
Et donc, tout notre travail avec Anna Maria, c'est comment trouver cette justesse alors même que ce moment est assez peu représenté. Et donc, parfois, on a travaillé en miroir, notamment la scène dont vous parlez, celle de l'expulsion, parce qu'au départ, j'avais cette idée très basique que quand on a mal, on crie. Et ben, quand elle l'a fait au départ, ça ne marchait pas du tout. Donc, on s'est assises l'une en face de l'autre, et je lui ai dit, bah, peut-être essayons d'inverser le processus. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu de crier, tu joues comme si tu allais manquer d'air? Donc, essaye d'inspirer très lentement, comme si tu allais manquer d'air et t'évanouir. Et donc, je le faisais face à elle, et elle le faisait face à moi, tant et si bien que je voyais ce qu'elle faisait, mais elle voyait aussi ce que je faisais. Et à un moment, on a eu le sentiment commun que c'était juste. Et comme vous le savez, c'était notre mot. Donc, dès qu'on atteignait cet endroit, mais vraiment avec quelque chose, d'un lien qui ressemble peut-être plus à ce qu'on trouve au théâtre, en fait, ce désir de recherche ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bien. Et je rebondis du coup aussi sur les autres acteurs et actrices. La rencontre avec Sandrine Bonner, Anna Mouglalis, Pio Marmaille. Comment Alors, avez-vous travaillé avec eux et comment les avez-vous choisis? c'est quand même une chance folle. Je les ai choisis autant qu'ils ont choisi de faire le film, parce que quand les grands acteurs qui ont beaucoup de propositions, ils doivent choisir un sujet, en fait. Quand ils décident de s'investir et de venir seulement pour quelques jours et de ne pas être au centre, ils le font avec intelligence, avec le désir d'un sujet, avec une envie de se battre pour défendre un projet artistique. Et alors, Pio, j'avais travaillé avec lui sur mon premier film, et on a toujours l'envie de. J'étais avec lui hier, on a toujours le désir de travailler ensemble. Donc, dès que je lui ai parlé du projet, il m'a tout de suite dit qu'il serait le professeur. Il m'a dit oui avant de le lire. Il m'a dit, je te fais confiance, je sais, j'entends ce que tu vas défendre. Et évidemment, la lecture a conforté ça. Et Sandrine Bonner, c'était différent parce que pour moi, c'était très important. J'avais demandé à Anna Maria de revoir Santoine Hillois, et c'est vraiment un film qui était très fondateur dans notre manière de construire le personnage. Parce que Santoine Hillois de Varda, c'est une jeune femme déterminée comment dire, à être libre, quel qu'en soit le prix. Donc, quant à ce que c'est que la détermination, la verticalité, l'envie de se battre pour une idée, je trouvais que c'était une excellente référence. Et bon, en plus, Sandrine Bonner, elle habite dans mon quartier. Donc, un jour, je me suis lancée. Je lui ai parlé du rôle et ce qui m'importait. Et de la même manière qu'Anna Mouglalis, que je connaissais déjà pour le coup, mais qui est quelqu'un qui est très militant. Elle avait envie de défendre le geste artistique, mais aussi le propos. Donc, et ce sont des actrices qui m'ont beaucoup nourrie. Et Anna Mouglalis, par exemple, m'a conseillé de voir The Tribe, qui est un film dans lequel il y a une séance très forte, très différente, mais très forte d'avortement clandestin. Donc, en fait, c'est comme un grand discours, une grande discussion qu'on a eue tous ensemble, et qui m'a permis, en fait, de pas à pas aller vers cette idée de représentation de quelque chose qui était trop peu. Donc, mais bon, j'estime que j'ai une chance folle d'être accompagnée par ces grands acteurs. Je veux dire une chose sur Sandrine Bonner, c'est qu'elle vient quand même de l'école de Piala, et d'une forme de sincérité et de naturalisme. Et je m'en suis rendu compte plus précisément encore le jour où elle doit mettre une gifle à Anna Maria. Et donc, je leur demande si on a besoin de répéter ce geste, etc. Elles me disent que tout va bien. Et en fait, elle lui a mis une des plus fortes gifles que j'ai jamais entendues. C'est-à-dire que le son m'a fait lâcher le combo, le petit écran sur lequel je suivais. Et elles ont décidé tout au long des prises de le faire comme ça, parce qu'en fait, c'est ce que nécessitait la prise. Enfin, voilà. J'ai l'impression d'apprendre autant des comédiennes que j'essaye de leur dire ce vers quoi je vais. Donc, c'était très. On a vécu des moments forts. Vraiment, dans tous les sens du terme. Jolan, c'est à vous. Jolan, je ne sais pas, excusez-moi. C'est ça, c'est Jolan. Jolan, à vous la parole. Bonjour, bravo pour le film déjà. Merci beaucoup. Qui m'a beaucoup touché sur certaines scènes notamment, et donc je voudrais justement poser une question. En fait, ça va bien avec la précédente question qui vient d'être posée, parce que je m'intéressais justement un peu au casting, et justement à ce casting qui est aussi donc des jeunes talents en voie de devenir peut-être des grands acteurs et actrices, mais aussi des personnes confirmées comme justement Sandrine Bonner et Pio Marmaille. Il y a eu en fait pas mal de scènes justement entre du coup l'actrice principale et justement Sandrine Bonner ou Pio Marmaille ou d'autres aussi acteurs, comme ça, on pourrait dire des plus petites scènes qui sont pas forcément les scènes qui vont
être peut-être les plus marquantes, comme on a dit, c'est pas la scène de l'avortement, des scènes comme ça qui sont peut-être plus fortes dramaturgiquement, mais des scènes qui m'ont beaucoup touché. Donc je voulais savoir, par exemple, il y a eu la scène avec ses parents où elles sont en train de, je crois, j'avoue que ça fait quelques mois que j'ai vu le film parce que je l'avais vu au cinéma, et je crois qu'elles étaient en train de cuisiner ou de faire quelque chose comme ça, et je trouvais que c'était une scène très touchante où il y avait beaucoup de non-dits, et il y a pas mal de scènes comme ça que j'ai trouvé assez intéressantes, et je voulais savoir votre avis sur le pourquoi vous avez mis ces scènes, et comment ça balançait justement cet aspect extrêmement dramatique de l'histoire et très dur avec ce genre de scène que j'ai trouvé tout aussi touchante en fait. Je vous remercie déjà. Et ces scènes-là, pour moi, elles sont moins marquantes parce qu'on les dit moins graphiques, mais pour moi, elles sont marquantes parce qu'elles sont clés. Donc le rapport d'Annie Ernaux à ses parents, pour moi, il est fondamental dans l'histoire. Vous savez, je me suis jamais dit, je vais faire un film sur l'avortement clandestin. J'ai d'abord pensé, et beaucoup pensé, au personnage d'Anne, enfin d'Annie Ernaux, et puis d'Anne ensuite, parce que il me touche à plusieurs endroits, et pas seulement à l'endroit de la liberté. Bon, il y a la liberté sexuelle, évidemment, qu'elle veut imposer, qu'elle veut avoir le droit d'explorer. Il y a aussi toute son histoire de rapport à la classe sociale, parce que c'est une transfuge de classe, Annie Ernaux, et donc elle vient d'un milieu prolétaire auquel elle appartient plus tout à fait. Elle appartient pas encore vraiment au milieu bourgeois estudiantin dans lequel elle se retrouve. Donc il y a déjà une manière de chercher sa place même dans la société que je trouvais forte et que je trouvais dure. Et je trouve le rapport aux parents. Alors moi, le rapport aux parents, j'ai l'impression de le connaître bien parce que Annie Ernaux le raconte dans d'autres livres, notamment La femme gelée, où elle parle beaucoup de sa mère, et elle dit que ses parents ont décidé de n'avoir qu'un enfant pour offrir à cet enfant un jour la chance d'être la première génération à faire des études supérieures. Donc pour moi, le rapport à la mère, c'est... En fait, si jamais elle lui avoue, elle aurait envie de le faire, parce que je sens une proximité entre ces deux femmes, mais si elle lui avoue qu'elle est tombée enceinte, c'est comme une forme de trahison de tous les espoirs de la mère. Donc elle porte sur ses épaules non seulement ses propres espoirs, mais ceux de la famille. Et donc j'avais très envie de dessiner un lien qui serait à la fois doux, mais où on ne pourrait pas poser de mots sur ce qui se passe parce que ce serait trop douloureux, parce que l'époque impose le silence, quoi. Et vous savez, après le père, comme le personnage de Pio, c'était pour moi très important de très bien dessiner les hommes dans ce film. Et j'ai vraiment toujours eu ça en tête. Je ne sais pas si j'ai toujours réussi à le faire, mais de sorte à ce qu'on ne soit pas manichéen, qu'il n'y ait pas de jugement, mais qu'il soit exactement à l'endroit qui compte pour moi, c'est-à-dire le reflet d'une époque. Il voudrait que quelque chose change, mais on parle très très peu de tout ça. On méconnaît complètement ce que traversent les femmes quand elles s'engagent sur la voie de l'avortement clandestin. Moi-même, j'ignorais tellement de choses en lisant le livre que je peux très bien imaginer ce qu'un homme ne sait pas dans les années 60 et quel chemin il a à faire. Donc, par exemple, le personnage qui incarne Pio Marmaille, je le trouve très beau parce qu'en fait, c'est un professeur qui est en train de changer d'avis sur la représentation de la femme, mais tout ça est en germe. On n'a pas encore atteint la révolution sexuelle. On est quelques années avant, et j'avais envie que ce soit en germe dans les esprits. Voilà. Oui, on le ressent un peu à la fin aussi, sa trajectoire à ce personnage aussi, mentalement, je veux dire. Merci. Tant mieux. C'était important pour moi en tout cas. Merci Jolane. Avant de vous passer la parole, Guillaume, il y a une question écrite d'un étudiant qui n'a pas de micro, alors je me fais son relais. Donc, quelle a été pour vous l'importance de la littérature que vous mettez en scène dans votre film? On y croise Hugo, Aragon, Sartre notamment. Votre film évoque aussi Marguerite Duras. Vous mobilisez des auteurs proches du Parti communiste. Pour quelles raisons? Et plus éloigné, avez-vous le film avez-vous vu, j'imagine, le film Une affaire de femme de Claude Chabrol? Isabelle Huppert y interprète une faiseuse d'ange sous le régime de Vichy. Le film est adapté du roman éponyme de Francis Spinner. Alors, d'abord, je vais vous dire une chose, pardon, mais comme j'avais prévu d'être sur mon téléphone et pas sur mon ordinateur, j'ai peur de très bientôt ne plus avoir de batterie. Donc, je vais répondre à cette question. Puis, je vais courir, récupérer un chargeur et revenir aussi vite. Je suis désolée, mais c'est un peu épique aujourd'hui. Moi, j'ai grandi, bien avant de m'intéresser au cinéma, je m'intéressais à la littérature. C'est, disons, mon premier amour. J'ai vraiment grandi dans les livres plus que dans les films. Et j'étais éditrice de romans quand j'étais jeune. Donc,
Pour moi, la question de la littérature est fondamentale. Et j'avais envie, j'ai hésité au départ, et j'en ai parlé avec Annie Ernaux, à savoir si je jalonnais le texte du scénario de livres qui l'ont marqué elle ou de ceux qui m'avaient construite moi. Et elle m'a conseillé de choisir ceux qui m'avaient construite moi, mais en fait, il y avait des convergences qui étaient fortes. Hein. Moi, ma culture de gauche, elle s'est faite à travers les livres et les auteurs qui m'ont marqué, et Annie Ernaux en fait partie, donc il y avait comme une forme de prolongement naturel et quelque chose d'assez organique à l'endroit de la pensée. Donc, oui, j'avais à cœur que quand, un peu en filigrane comme ça, on entende tous les grands auteurs qui m'ont permis d'arriver à ce film. Et de les partager, parce qu'en fait, le cinéma, et c'est ce qui est très beau, aujourd'hui je parle avec des étudiants, c'est qu'on peut faire du cinéma, y mêler de la littérature et partager tout ça. Donc ça rendait pour moi l'expérience de ce film plus belle encore. Et évidemment, j'ai vu Une affaire de femme, parce que quand on en parlait tout à l'heure, il y a très peu de films, très peu de propositions, très peu de représentations. Et là, c'est passionnant parce que c'est Isabelle Huppert, mais qui est la faiseuse d'anges. Donc, c'était vraiment observer l'événement de l'autre côté, en quelque sorte, et voir et réaliser à quel point on avait besoin de toutes ces représentations et qu'elles se superposent. En fait, je pense qu'on a besoin de parler d'avortement clandestin et d'en parler beaucoup, de sorte à ce que les regards conjugués dessinent quelque chose d'un peu précis. J'ai été aussi très inspirée par le film de Christiane Mungiu, 4 mois, 3 semaines et 2 jours, qui pourtant est un tout autre contexte. Je veux dire, l'avortement clandestin, il tient une toute autre place. On est sous Ceausescu en Roumanie. Donc, je pense que j'ai été nourrie de beaucoup de livres et de beaucoup de films avant d'arriver au mien. Et c'est donc le moment où, à 7%, je pars en courant. Vous m'excuserez un instant, pardon. Guillaume, préparez votre question. Je suis dans les starting blocks, là. Merci, Guillaume. J'en profite pour vous dire merci à tous pour vos questions. C'est hyper intéressant. Attends, je finis un peu, j'arrive. Je trouve comment me rebrancher, pardon, parce qu'en plus je suis enfermée dans la chambre de mon fils pour être calme. Vous avez vraiment une forme d'intimité. Donc, si vous êtes prête, Audrey, Guillaume, c'est à vous. Bonjour Audrey. Comme tout le monde, j'ai adoré le film. J'ai surtout été bluffé, évidemment, par le personnage d'Anna Maria, mais encore plus, je pense, par le personnage d'Anna Mouglalis, même si elle prend pas une part hyper grande dans le film. Mais cette scène et ce personnage, je les ai trouvés vraiment intenses et surtout assez comment dire, inattendus, assez atypiques pour l'époque. Et du coup, je me demandais un peu, est-ce que vous avez laissé l'actrice aller un peu où ça l'inspirait, ou alors est-ce que vous avez fait un gros travail de direction d'acteur pour avoir ce personnage qui est quand même hyper intense, hyper fort. Je l'ai trouvé presque, pas hostile, mais vraiment insensible face à ça, et en même temps, on sentait un tout petit peu de compassion qui était cachée. Enfin, voilà, comment ça s'est passé la direction d'acteur pour ce rôle? Alors moi, je suis très contente que vous notifiez la performance d'Anne Glalis, que on a beaucoup travaillé, mais c'est une immense actrice. On a beaucoup travaillé sur le plateau, on s'est souvent parlé avant. C'est quelqu'un qui a d'abord des convictions fortes à cet endroit-là, un discours, beaucoup d'idées, et même des connaissances. Enfin, je veux dire, ce qu'on appelle la bougie, donc l'espèce de tige en fer qu'elle utilise pour placer la sonde. C'est un instrument d'époque avec lequel elle est venue elle-même, parce qu'elle l'avait, s'intéressant à la médecine, etc. Donc elle a participé à m'aider à construire cette réflexion, parce qu'elle s'était déjà elle-même interrogée sur le processus. Il y a des médecins dans son entourage, et donc ce sont vraiment des questions médicales qu'elle s'était posées. Mais après, quant à construire le personnage, il y avait quelque chose de passionnant, parce que elle est dans le livre ce qu'elle doit être dans la vie, un mystère.
En fait, c'est un geste d'une immense intimité. Il faut savoir que quand le geste n'est pas bien fait, la femme meurt. Donc il est non seulement extrêmement intime, mais extrêmement dangereux. Donc il faut imaginer ce que c'est que rencontrer la faiseuse d'ange. C'est quelqu'un sur qui vous ne savez rien et qui ne sait rien sur vous. Mais surtout, vous ne devez rien savoir l'une sur l'autre parce qu'on parle quasiment d'actes de résistance. Si vous êtes arrêté par la police, vous ne devez rien savoir sur l'autre. Donc ce qui se noue entre elles est vraiment comme il y a comme un fil tendu entre elles que j'essaie de représenter à l'image et qui a été notre plus gros travail, puisque vous l'avez vu dans la scène, je ne coupe pas la caméra. Donc, c'est comment on passe des sensations d'Anne dans son corps au regard qu'elle échange avec Anna Mouglalis. Et tout ça est répété en amont. À quel moment on va changer le point? Donc, c'est vraiment très chorégraphique. Donc, je dirais que c'est d'autant plus difficile et la performance est d'autant plus grande que c'est très précis en fait. C'est de la dentelle, c'est très millimétré. Elle sait à quel moment elle baisse les yeux, à quel moment elle la regarde. Donc elle arrive à la fois à être dans l'intensité de cet instant, mais ne pas oublier tout ce qu'on a mis en place de manière chorégraphique. Et je pense qu'elles ont vraiment ça en commun, Anna Mouglalis et Anna Maria Bartolomé. C'est ce qui fait qu'elles arrivent à rendre la vérité crue de cette scène en s'engageant toutes les deux complètement et en dépit de tout ce que je leur ai demandé, quoi. Oui, bah en fait, la tension, j'ai l'impression qu'elle était encore plus. Moi, j'étais encore plus tendu par la performance des deux actrices, par l'espèce de danse, que par le propos et la scène en elle-même, quoi. Enfin, c'était génial de les voir. C'était, comme vous dites, millimétré. Je pense que c'est le moment du film qui m'a le plus bluffé, quoi. Donc merci beaucoup. Pour elle, notamment. Merci Guillaume. Mao, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. J'avais une question par rapport à l'adaptation du livre. On est un peu revenu déjà dessus, mais je me demandais pourquoi est-ce que vous aviez choisi d'appeler le personnage Anne et pas Annie et d'installer l'événement à Angoulême et pas à Rouen? Alors, Anne et pas Annie, c'est vrai et pas tout à fait vrai parce que ses parents l'appellent Annie. Et je voulais que ce soit à la fois ce jeu qui est dessiné dans le livre et en même temps marquer une toute petite distance qui est, en gros, je vais essayer d'être dans la justesse, mais je veux rappeler que c'est une forme de fictionnalisation. Donc, il me semblait que c'était le tout petit pas et la toute petite distance nécessaire. Et après, j'ai demandé à Annie Ernaux si elle m'autorisait à utiliser, quand on lui rend sa copie, son nom de jeune femme, son nom de jeune fille, Duchesne, et elle a accepté. Mais voilà, c'était une toute petite histoire de distance et je suis toujours heureuse, quand j'ai une discussion après le film, de voir que certains détails, vous y avez fait attention. Parce que pour moi, ces détails ont beaucoup de sens. Et quand je vois que ça rebondit et que le public est sensible à ça, alors j'ai l'impression qu'on partage vraiment quelque chose. Après, Angoulême, c'est ce qu'on appelle le passage au réel. C'est-à-dire qu'on voudrait coller le plus possible au livre. Néanmoins, moi, il y a vraiment quelque chose que je voulais changer par rapport au livre, c'est sa temporalité. J'avais envie qu'au début, tout soit très solaire. Or, dans le livre, je pense que quand le livre s'ouvre, on est plutôt en septembre ou en octobre. Donc, je voulais changer de temps, mais pour dire ce qu'est la jeunesse à cette époque-là, son désir, les désirs qui s'éveillent. Qu'est-ce que c'est que d'avoir pour la première fois de son histoire des endroits pour danser, parce que c'est une époque où la jeunesse se constitue comme corps social. Donc, les corps se frôlent, on est très proches, mais on n'a vraiment toujours pas le droit de s'approcher, parce que la loi est très tranchante à cet endroit-là. Donc, je voulais raconter ça avec ce que provoque le soleil, avec le désir, etc. Et tout à fait honnêtement, le soleil à Caen, au mois où on tournait, au mois d'avril, n'était pas une garantie. Donc, en fait, il faut s'adapter aux contraintes du réel, et c'est toute l'histoire du cinéma, hein. On essaye de reproduire l'essentiel, et puis on adapte le reste, quoi. Et puis, de toute façon, il faut trouver. J'ai tourné à Angoulême, mais pas seulement, parce que la faculté était à Orsay. Enfin, vous voyez, il y a toujours une recomposition au cinéma et plein de manières de peindre des tableaux en essayant de ne pas trop le signifier. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Mao. Léa, c'est à vous la parole. Oui, bonjour. Alors, je voulais vous remercier pour ce film et aussi vous remercier pour Mais vous êtes fous, parce que moi, c'est un film qui m'a
vraiment marqué et qui m'a très longtemps accompagnée. Et je voulais vous demander par rapport à Mais vous êtes fou, vous aviez parlé de la cocaïne presque comme un personnage supplémentaire et presque comme une maîtresse pour le personnage de Pio Marmaille. Ouais. Et je voulais savoir si pour l'événement, vous aviez pensé la maternité et le fœtus du personnage d'Anne de la même manière. Alors, vous savez, c'est très étrange parce qu'on dit que chaque auteur a un motif et qu'on le cerne au fur et à mesure des écrits. Et je crois que pour moi, c'est vrai. J'interroge. D'abord, j'aime toujours les histoires qui se racontent à travers le corps. C'est-à-dire que même percevoir la psychologie, mais j'aime aussi les livres qui parlent du vécu à travers le corps. Je pense au livre d'Édouard Louis sur son père et plus récemment sur sa mère. Enfin, je suis très sensible à cette écriture-là. Et je vois que de film en film, ce qui devient récurrent, c'est le corps comme lieu du secret. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je ne suis pas sûre d'être prête à me l'expliquer complètement. Mais je dirais que c'est l'espèce toujours de connivence qu'on entretient avec le personnage. Le spectateur et le personnage savent une chose que le reste du monde ignore. Et donc, c'est vraiment une forme d'adéquation, de partage entre lui et nous, pour moi. Mais c'est drôle. C'est drôle que vous le notiez, mais je veux dire quand même que toutes les questions sont très précises et que c'est un plaisir, en fait, de parler du film. J'en ai beaucoup parlé. Et je prends toujours plaisir à en parler quand l'échange est nourri et quand il est fait de vous, quoi. C'est très agréable. Merci beaucoup. Merci Léa, merci Audrey pour ce commentaire. Émilien, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Alors déjà, merci de prendre ce temps pour nous répondre et merci évidemment pour le film. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous disiez au début, c'est la manière dont, à travers ce film, on se met vraiment à la place du personnage et presque, on incarne ce personnage de manière presque sensorielle. Et vous en parliez aussi, c'est vrai que l'avortement, c'est quelque chose qui est loin d'être autorisé dans un certain nombre de pays. Et du coup, je me demandais, est-ce que l'enjeu du film, c'était plutôt de créer un geste esthétique et sensoriel à travers le cinéma, ou est-ce que c'était plutôt ou aussi un geste politique? Alors, moi, j'ai l'impression que chez moi, les deux sont intimement liés. D'abord, c'est ma formation, j'ai fait des études de sciences politiques. Et puis, j'ai l'impression que l'intime et le politique se rejoignent inévitablement. C'est-à-dire que ce dont il est question dans le livre, c'est une jeune femme qui va avoir un rapport sexuel avec un garçon qui lui plaît. Donc, quelque chose de très intime. Et à l'autre bout de cette histoire, il y a la question de l'avortement qui lui est clandestin et donc qui est politique. Donc moi, je parle des choses qui me sont très intimes. Je pars de l'hyper intime, je pars du viscéral, je pars de ce qui m'intéresse le plus de manière quasi autocentrée, je dirais. Et je fais confiance au récit pour aller vers quelque chose qui est plus vaste qu'une expérience personnelle. Mais disons que je ne le recherche pas. J'ai toujours le sentiment que ça va advenir, que ça va arriver. Mais oui, je pense que vous savez, quand on écrit, on est le fruit de notre regard est le fruit de plein de choses. Il est le fruit d'un vécu, d'un genre, d'une culture, d'une cinéphilie. Et en fait, j'ai l'impression que tout se ressent et tout se rejoint à un certain endroit. D'accord, merci beaucoup. Donc, je t'en prends de ta chambre encore un petit peu. Merci à lui pour le prêt de la chambre du lieu. Et merci Émilien. Baptiste, c'est à vous. Il reste encore 6-7 questions, Audrey. D'accord. Bonjour Audrey, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors moi j'avais une question sur l'univers sonore du film. Quelle vision vous aviez en tête au moment de l'écriture et aussi avec les différentes équipes en lien avec le son et la musique à propos justement de tout cet univers sonore? Est-ce que vous aviez déjà une position précise ou une direction sur laquelle vous souhaitiez partir? Oui, pour moi c'était très important parce que comme on en parlait tout à l'heure, c'est un film qui est assez silencieux. Donc il est peuplé, meublé et il dit beaucoup de choses à travers son univers sonore. Je voulais absolument travailler avec les frères Galperine à la musique parce que pour moi, ils font de la musique, mais pas tout à fait, pas seulement. C'est pas nécessairement mélodique ce qu'ils font et
Et je cherchais des gens qui puissent faire de la musique comme on ferait des phrases, qui reviendraient obsessionnellement dans sa tête. Donc c'est ce que je leur ai demandé. J'ai eu la chance qu'au départ, ils n'avaient pas le temps de travailler sur le film. La monteuse avec qui j'ai travaillé, Géraldine Mangenot, qui les connaissait, leur a renvoyé le film qu'on avait monté avec le score avec la musique de Diaghilev, de Faute d'amour, qu'ils avaient également composé. Et au départ, ça a beaucoup énervé Evgeny, parce qu'il déteste qu'on utilise la musique d'un autre film pour en monter un nouveau. Mais après écoute, il a dit qu'il voyait effectivement une coïncidence entre nos univers. Évidemment, il disait ça en ce moment, il a beaucoup d'humour. Et j'étais ravie de pouvoir travailler avec eux pour ça, pour leur demander de faire de la musique comme des idées, comme des phrases. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci. Merci Baptiste. Roman, c'est à vous. Bonjour. Alors moi j'avais une question. J'ai remarqué que dans le film, l'éclairage était particulièrement fort sur le personnage principal et particulièrement blanc et pur. Est-ce que c'était fait exprès et quel est l'intérêt de ça? Alors, vous savez, c'est drôle, mais ça tient déjà à la carnation très particulière d'Anna Maria Bartolomé, parce qu'elle a une couleur, elle a une peau, elle reflète, elle prend la lumière. Alors ça, c'est particulier à chacun, mais c'est vrai qu'elle a quelque chose de très singulier à l'image et que la caméra n'a fait que souligner. Mais sur les peaux en général, et au-delà d'Anna Maria, je voulais que ce soit très vivant, très incarné, très vibrant sur les peaux. Et en fait, c'était pas la couleur initiale du film, c'est vraiment à la toute fin avec l'étalonneur, avec Yves Moore. J'avais quelque chose d'un peu plus calme, d'un peu plus gentil, d'un peu plus aimable. Et en fait, à la fin de l'étalonnage, il me dit j'aimerais essayer autre chose. Et il change la colorimétrie du film, il la rend beaucoup plus vive. Et c'est toujours très surprenant parce qu'on s'habitue à la couleur d'une image, à sa luminosité, donc ça cueille, ça surprend. Et très vite, je me suis rendu compte que le film était plus vivant, que grâce à lui, on gagnait en vitalité. Donc on a choisi avec Laurent Tangy, avec le chef opérateur, de changer la colorimétrie du film pour cette raison-là. D'accord, merci. Merci à vous. Merci Roman. Alors je donne la parole maintenant à R de Aquino, Rodolphe, Roman, je ne sais pas. Non, c'est Raphaëla, mais c'est OK. Oui, moi, ce qui m'a marqué, c'est le choix du format 4/3 et le fait que, en tout cas pour moi, ça fait écho à l'époque dans laquelle l'histoire prend place. Et du coup, je voulais savoir si la question de tourner en pellicule s'est posée ou pas. C'est drôle parce que vous devinez tout. Elle s'est posée comme elle se pose très souvent chez beaucoup de gens qui aiment le cinéma depuis longtemps. Et c'est très difficile parce que le problème de la pellicule, c'est qu'il faut en avoir. C'est qu'il y a un nombre de métrages impartis et que ça a un coût. Et moi, ma crainte, comme je fais de très longs plans... Alors déjà, il y a une problématique technique. Hein, parce qu'avec une bobine, on peut faire à peu près 4 minutes. Donc si on veut tourner 8 minutes, moi, mon plan séquence chez la faiseuse d'ange dure 7 minutes 30. Et donc pour ça, il aurait déjà fallu réussir à prendre une double bobine qui est très lourde. Donc ça a plein d'implications quant au chef opérateur, à sa manière de manier la caméra, à ses possibilités. Donc en fait, ça impacte la mise en scène à plein d'endroits. Donc honnêtement, il y a plein d'endroits où il me semblait que c'était pas idéal, mais surtout, nous, on a fait le film avec assez peu d'argent. On s'est vraiment battu pour faire le film. Et donc, je n'avais pas les moyens de me garantir le nombre de métrages suffisant pour être sûr qu'à la fin de la journée, il ne me resterait pas du temps de travail, mais plus de mètres de pellicule, ce qui aurait vraiment été très triste et très ennuyeux. Donc, on a choisi autre chose avec Laurent Tangy, avec le chef opérateur. On s'est dit qu'on ne chercherait pas à singer la pellicule. En revanche, on a trouvé des optiques, des vieilles optiques qui s'appellent les Mamiya et qui avaient un rendu qui nous donnait une sensation d'époque. Donc on a laissé tomber l'idée de la pellicule et on a rattrapé ailleurs un sentiment d'époque. D'accord, merci. Merci à vous. Merci Audrey, c'est à vous. Bonjour. Merci beaucoup pour ce film. J'aurais 2 questions. La première, qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter ce roman en particulier donc au cinéma et d'aborder la thématique de l'avortement en France dans les années 60 ?
Et aussi, est-ce que vous avez rencontré des femmes qui ont eu recours à l'avortement clandestin à cette époque, ou même les acteurs, notamment Anna Maria? Alors, c'est ce qui m'a donné envie, on en parlait un peu tout à l'heure, hein, c'est moi, j'ai beaucoup comparé mon expérience d'avortement médicalisé à l'expérience d'avortement clandestin, à tout ce que je ne savais pas. Et je pense que la première chose qui m'est restée en tête, c'est que la différence majeure pour moi est que l'avortement médicalisé repose sur une routine, même s'il peut se passer des choses, on le sait tous. Tandis que l'avortement illégal repose uniquement sur le hasard. Qui vous allez rencontrer, est-ce que les gens que vous allez rencontrer vont vous aider ou vont vous dénoncer? Enfin, je trouve ce hasard puissant et insupportable, et je pense que c'est cette idée de hasard qui m'est restée en tête en premier lieu. Et après, Annie Ernaux m'a beaucoup aidée, elle m'a donné notamment un livre de témoignages avec les voix et les paroles de nombreuses femmes qui avaient eu recours à l'avortement clandestin. Et j'ai pu rencontrer une femme qui l'avait pratiqué aussi avec sa mère à une époque. Enfin, oui, c'était important d'entendre les voix de celles qui avaient traversé ce moment, connu cet événement. Et après, je l'ai retranscrit au mieux pour Anna Maria, mais c'est moi et en amont, il y a vraiment un moment de recherche à l'écriture. Donc c'est plus au moment d'écriture que j'ai fait ce travail-là. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Audrey. Les deux dernières questions, dont Zoé, c'est à vous. Zoé, c'est à vous. Ou sinon Salomé, si vous êtes connecté. Oui, je voulais vous remercier beaucoup pour ce film qui m'a beaucoup touchée. Et donc, vous en avez un peu parlé, mais moi, j'avais une question par rapport à votre travail avec le chef opérateur. Parce que, comme vous l'avez dit précédemment, on vit vraiment l'expérience de Anne et on vit également sa solitude et la dureté à laquelle que la société lui impose. Et donc, je voulais savoir comment est-ce que vous avez travaillé son rapport à la caméra, le rapport du chef opérateur avec Anne aussi. Déjà, je dois dire que beaucoup des chefs de poste avec qui je travaille sont des amis proches. Donc, on se connaît depuis longtemps, on parle tous ensemble de cinéma depuis des années. Le soir, on débat les films, etc. Donc, je pense que si le film est réussi, c'est aussi grâce à cette équipe dont je suis si proche. Et encore une fois, à ce travail très précis, assez orchestral. Et après, on s'est beaucoup interrogé sur plusieurs choses avec Laurent. À quel moment on décide d'être elle et à quel moment on redonne un peu d'air en étant plus sur son visage pour que celui ou celle qui regarde le film ait le temps de réfléchir, de ressentir. C'est-à-dire que, en fait, on cherchait l'immersion, mais pas absolue, parce que je ne voulais pas prendre en otage le spectateur. Donc, je pense que ça a été peut-être notre chemin le plus important, en fait, avec Laurent, c'est de nous dire, à partir du moment où on connaît la grammaire, donc on va évoluer avec elle, on va s'inscrire dans son rythme, dans son regard, dans ses sensations, dans son souffle. Comment on fait pour laisser la distance critique, pour permettre au spectateur de penser les choses et ne pas lui imposer le film? Et sur cette voie-là, il m'a beaucoup aidé. Hein. C'est un grand chef opérateur, il a fait des expériences très différentes et puis il avait aussi sa sensibilité, et c'est important, sa sensibilité d'homme, ce qu'il découvrait lui aussi. Enfin, Alors moi, j'ai beaucoup de chefs de poste qui sont des femmes, mais le chef opérateur, lui, avec qui j'avais envie de travailler sur ce film et sur le prochain d'ailleurs, est un homme. Et ça m'intéressait beaucoup qu'on interroge notre vision commune de cet événement et trouver quelques points un peu universels. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, je me fais le porte-voix de la dernière parole, de la dernière question de Zoé, qui a un souci technique. Est-ce que vous vous êtes inspiré du travail des Insoumises, qui ont elles aussi filmé des avortements si proches? Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Insoumises déjà. Je les connais, mais en fait, je les ai découvertes après avoir fait le film. En fait, on m'a conseillé, et c'est aussi toute la joie de faire un film et de discuter avec le public, c'est que après, on est nourri des références et des expériences des autres. Et évidemment, je vois une proximité intellectuelle et même quelque part esthétique, mais en fait, ça s'est avéré être quelque chose de spontané et naturel parce que ça n'est qu'après que j'ai découvert leur travail. Travail important. Très bien. Et ben voilà, Zoé a sa réponse. Et ben merci, merci Audrey, merci
à tous les étudiants d'être présents. Merci pour ce bel échange. On pourra retrouver la vidéo de cet échange sur le site de franceculture.fr, sur la page des rencontres avec les réalisateurs pour cette édition. Et bonne chance donc pour ce prix cinéma des étudiants, Audrey. Merci à vous. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci, Audrey.